À l'été 1982, l'équipe nationale argentine se rend en Espagne pour la Coupe du Monde en tant que championne en titre. Elle portait en elle une mission historique et une équipe de rêve. Un mélange parfait de vétérans aguerris, vainqueurs de la Coupe du Monde en 1978, et d'une jeune génération ambitieuse menée par le génie Diego Maradona, avec leur football offensif exaltant, typiquement sud-américain, et une technique individuelle exceptionnelle. Ils visaient non seulement à défendre leur titre, mais aussi à asseoir la domination du football argentin. Cette génération a gravé dans la mémoire des supporters des images de passion, de passés à couper le souffle, et même des larmes de regret. Mais derrière le prestige des maillots rayés blancs et bleus se cachaient des destins uniques, des tournants de vie qu'aucun scénario n'aurait pu prévoir. Plus de 40 ans ont passé, et le temps a laissé son empreinte indélébile sur leurs existences. Certains sont devenus des légendes vivantes, d'autres ont connu les revers du pouvoir, et d'autres encore ont vu leur parcours s'achever, laissant le monde dans un profond désarroi. Revenons sur les vies tumultueuses des plus grandes stars de l'équipe nationale argentine de 1982. Une génération dorée dont la vie s'est terminée bien trop tôt, mais qui demeure immortelle. À 27 ans, Mario Kempes incarnait un passé glorieux lors de la Coupe du Monde 1982. Il était El Matador, le héros de la victoire en 1978. Lors de ce tournoi en Espagne, il joua un rôle clé en attaque, même s'il n'était plus aussi explosif qu'en 1978. Ses courses restaient une menace constante, son placement excellent et sa finition brillante. Mario Kempes faisait le lien entre deux générations et était une source d'inspiration pour ses jeunes coéquipiers. Bien que la carrière de Kempes ait connu un ralentissement après ce tournoi, cette période fut épanouissante et paisible. Il quitta Valence et entama une carrière footballistique quelque peu imprévisible, jouant en Espagne et en Autriche, et passant même ses derniers jours en Indonésie. Si Kempes ne remporta plus jamais de titre majeur, il s'attira partout le respect de tous pour son professionnalisme et sa passion débordante pour le football. En dehors des terrains, la vie de Kempes était paisible, à l'opposé de celle de son coéquipier Maradona. Dans les années 2010, il subit une importante opération à cœur ouvert, une épreuve qui bouleversa sa vie et lui fit apprécier la vie encore davantage. Au lieu de se lancer dans la voie stressante du coaching, Kempes renoua avec sa passion pour le commentaire sportif. Sa voix grave et profonde, ainsi que son immense savoir, ont fait de lui l'un des commentateurs de football hispanophone les plus populaires au monde. Aujourd'hui, 70 ans, Mario Kempes mène une vie paisible et reste lié au football grâce à son travail de commentateur sportif pour ESPN. Il est la preuve vivante que les héros peuvent trouver le bonheur dans la simplicité, même après avoir atteint une gloire éclatante, et que les générations futures peuvent inspirer le football par les mots plutôt que par le jeu. Daniel Passarella, alors âgé de 29 ans, était le capitaine incontesté de la défense argentine lors de la Coupe du Monde 1982. Son style de jeu agressif et son excellent jeu de tête faisaient de lui un roc en défense et, grâce à ses puissants coups francs du pied gauche, l'un des rares défenseurs centraux de l'histoire du football à avoir marqué des buts. Sur le terrain espagnol, Passarella s'est révélé un combattant courageux, dirigeant la défense argentine face à certains des meilleurs attaquants du monde. La carrière de Passarella a continué de s'épanouir en Italie après 1982 au sein des clubs de la Fiorentina et de l'Inter Milan, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs au monde dans les années 1980. Après sa carrière de joueur, il est devenu un entraîneur reconnu, dirigeant les sélections argentines et uruguayennes. Cependant, le tournant le plus tragique de sa carrière est survenu lorsqu'il est devenu président de River Plate. Devenu une figure emblématique, son mandat s'est achevé en catastrophe avec la première relégation de River Plate, qui a gravement nui à sa popularité auprès des supporters. La vie privée de Passarella est un enchevêtrement de souffrances indicibles. Il a vécu le pire drame qu'un père puisse endurer. La perte de son fils, Sébastien, dans un accident de voiture en 1995. Ce chagrin l'a profondément marqué, le rendant plus silencieux et renfermé. Récemment, des rumeurs ont circulé concernant sa santé déclinante et ses pertes de mémoire, suscitant une grande compassion.
Aujourd'hui, à 71 ans, Daniel Passarella s'est retiré définitivement du monde du football et coule des jours paisibles en famille. Malgré les polémiques persistantes autour de son rôle d'entraîneur, l'histoire du football mondial le retiendra à jamais comme l'un des plus grands défenseurs centraux. Le seul capitaine à avoir remporté 2 Coupes du monde avec l'Argentine, même s'il n'a pas joué en 1986. Osvaldo Ossie Ardiles, 29 ans, aborda la Coupe du monde 1982 avec des sentiments plus contradictoires que jamais pour un joueur argentin. Sur le terrain, il était l'âme de l'équipe. Un milieu de terrain petit, mais extrêmement talentueux, intelligent et infatigable. Mais en dehors, il était dévasté. La guerre des Malouines entre l'Argentine et l'Angleterre faisait rage. Idole du football argentin, évoluant à Tottenham Hotspur en Angleterre, et ayant perdu son cousin au combat, Ardiles subissait une pression psychologique immense que peu pouvaient véritablement comprendre. Après le tournoi, les tensions politiques empêchèrent Ardiles de rentrer immédiatement en Angleterre, le contraignant à rejoindre brièvement le PSG. Cependant, son amour pour Tottenham et l'affection des supporters londoniens l'emportèrent. Il revint, continua de briller et devint une légende des Spurs. Après sa carrière de joueur, Ardiles se lance dans une carrière d'entraîneur audacieuse, dirigeant des équipes de l'Angleterre au Japon, en passant par le Mexique. Malgré l'expérience de mort imminente qu'il a vécue, la vie d'Ardiles était empreinte d'optimisme. En 2014, il a miraculeusement survécu à un grave accident de voiture aux îles Malouines alors qu'il tournait un documentaire. Toujours souriant et bienveillant, il a œuvré comme un pont culturel entre le football anglais et argentin, transcendant les animosités politiques grâce au langage du sport. Aujourd'hui, 72 ans, Osvaldo Ardiles demeure un ambassadeur mondial de Tottenham Hotspur. Il mène une vie paisible et jouit d'un grand respect dans le nord de Londres et dans son pays natal. Son histoire prouve que le football a le pouvoir de penser même les blessures les plus profondes de l'histoire. Diego Maradona, alors membre de l'équipe d'Argentine, n'avait que 21 ans, et pourtant, il portait sur ses épaules les espoirs de toute une nation. Talent exceptionnel. Il était l'âme du jeu offensif argentin grâce à son pied gauche magique. Bien que sa campagne de la Coupe du Monde, 1982, se soit achevée sur une défaite amère face au Brésil suite à un carton rouge, ses dribbles brillants, son contrôle de balle et sa philosophie de jeu avant-gardiste annonçaient au monde entier l'avènement d'un nouveau roi du football. À 21 ans, Diego Maradona jouait avec la férocité et l'instinct d'un génie dont le potentiel n'était pas encore pleinement révélé. Diego quitta l'Espagne le cœur lourd, mais rares étaient ceux qui se doutaient que ce n'était que le point le plus bas avant l'apogée de sa carrière. Son ascension fulgurante s'apparenta à un film d'action. Il rejoignit le FC Barcelone pour un montant record, mais c'est à Naples qu'il entra véritablement dans la légende. Diego mena à lui seul Naples d'une équipe de milieu de tableau jusqu'au sommet de la Serie A. Et 4 ans après son revers en Espagne, il guida l'Argentine vers la victoire lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Mais la gloire s'accompagna d'une profonde tragédie. Scandals de dopage, conflits avec la mafia et une longue lutte contre la drogue eurent raison du Golden Boy. Il termina sa carrière rongée par les regrets, laissant derrière lui un héritage immense et d'innombrables controverses. La vie privée de Diego était aussi tumultueuse que sa carrière de footballeur. Homme de famille, il fut aussi au cœur de nombreuses histoires d'amour. Il aimait passionnément, vivait au rythme de ses instincts et défendait toujours les plus démunis. Malgré un corps marqué par une vie fastueuse et plusieurs opérations, Diego arborait toujours un sourire radieux, se consacrait à des œuvres caritatives et n'hésitait pas à exprimer ses opinions politiques. C'est peut-être précisément ce contraste entre l'ange sur le terrain et l'homme imparfait en dehors qui le rendait si accessible et si aimé. Il incarnait l'imperfection tout en étant empreint d'émotion. Mais ce parcours glorieux et tragique s'est brutalement interrompu, bouleversant le monde entier. Le 25 novembre 2020, Diego Maradona décédait d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. Sa disparition a laissé un vide immense. Des funérailles nationales ont été organisées en Argentine et des millions de personnes ont pleuré le dieu du football. Son héritage dépasse largement ses buts exceptionnels et incarne l'inspiration intemporelle d'un homme qui a vécu et brillé avec passion jusqu'à son dernier souffle.
à 31 ans. Ubaldo El Pato Filol était le gardien de but le plus fiable d'Argentine. Grâce à ses réflexes fulgurants et à sa capacité à repousser des tirs incroyables, Filol était considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde à l'époque. Lors de la Coupe du Monde 1982, malgré la défaite de l'Argentine, Filol a continué à réaliser des performances exceptionnelles, résistant à la pression du Brésil et de l'Italie grâce à de nombreux arrêts décisifs. Après son départ d'Espagne, Filol poursuivit son impressionnante carrière. Il rejoignit l'Atlético Madrid, puis retourna en Amérique du Sud pour jouer à Flamengo et au Racing Club. Fait remarquable. Le Canard, son surnom, fit preuve d'une endurance exceptionnelle, jouant au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 40 ans. Même dans les dernières années de sa carrière, il ne perdit jamais sa concentration ni sa soif de victoire. Dans la vie, Filol est un homme de famille. Directed Frank. Il s'est heurté aux entraîneurs et à la fédération pour défendre les droits des joueurs. Mais c'est précisément ce qui lui a valu le respect de ses pairs. Il a également consacré beaucoup de temps à la formation des jeunes joueurs, transmettant sa précieuse expérience à la nouvelle génération de gardiens de but du football argentin. Aujourd'hui, à 74 ans, Ubaldo Filol reste impliqué dans le football, conseillant et entraînant la Fédération argentine de football, AFA. Il coule une retraite paisible et se remémore avec fierté une carrière durant, laquelle il a redéfini le rôle du gardien de but grâce à ses arrêts plongeants légendaires. À 22 ans, Ramon Diaz formait le duo d'attaque idéal avec Maradona lors de ce tournoi. Rapide, techniquement doué et doté d'un pied gauche exceptionnel, Diaz a inscrit un but contre le Brésil et s'est imposé comme un attaquant prometteur dans la surface de réparation. Ses performances cette année ont révélé un talent émergent prêt à briller sur la scène internationale. La carrière de joueur de Diaz s'est ensuite épanouie en Europe, notamment à Naples, Avellino, la Fiorentina, l'Inter Milan et Monaco. Attaquant moderne, efficace et doté d'une grande technique, il a connu un parcours exceptionnel. Cependant, sa carrière d'entraîneur a été un véritable tour de force. Ramon Diaz est devenu l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire de River Plate et a par la suite remporté d'autres trophées au Moyen-Orient. Dans l'intimité, Ramon Diaz était un homme discret mais extrêmement perspicace et ambitieux. Il conservait toujours l'élégance d'un gentleman, sans pour autant perdre de sa combativité. Il savait aussi gérer la pression et protégeait toujours sa famille des regards indiscrets. Aujourd'hui, 65 ans, Ramon Diaz travaille toujours avec assiduité comme entraîneur. Il continue de relever de nouveaux défis dans le monde du football, avec un succès retentissant actuellement au Brésil, prouvant ainsi que son sens tactique et sa volonté de gagner inébranlable, qui le distinguaient déjà lorsqu'il était un jeune attaquant, sont restés intacts au fil des ans. Lors de la Coupe du Monde, 1982, Jorge Valdano, âge de 26 ans, n'était pas encore un joueur de premier plan. Il jouait discrètement, principalement sur le banc, dans l'ombre des redoutables Kempes et Maradona. Pourtant, même lors de ses quelques apparitions, Valdano affichait un jeu posé, intelligent et réfléchi. Il ne se contentait pas de courir et de tirer. Il réfléchissait aussi au jeu. À cette époque, Valdano était comme une note de fond, attendant de s'élever en un hymne héroïque. Ce moment arriva 4 ans plus tard. Valdano était un joueur clé, auteur d'un but lors de la finale de 1986 et partenaire de confiance de Maradona. Après une brillante carrière de joueur au Real Madrid, il se tourna vers l'entraînement et la gestion, contribuant largement à la construction de l'Empire des Galactiques. Mais ce qui rendait Valdano si exceptionnel, c'était son intelligence profonde. On le surnommait le philosophe du football, car il savait transformer les événements du terrain en réflexions philosophiques. Il écrivit des livres, donna des conférences et analysa le football sous l'angle de la culture et de la société. La vie de Valdano témoigne d'une résilience extraordinaire. En 2006, il a été victime d'un terrible accident d'hélicoptère au Mexique. L'appareil s'est écrasé et a été entièrement détruit. Mais Valdano a miraculeusement survécu, grièvement blessé. Cette expérience traumatisante ne l'a pas brisé. Au contraire, elle a enrichi sa vision de la vie. Il vit avec la sérénité de celui qui a frôlé la mort, savourer chaque instant et mettre son intelligence au service du monde. Aujourd'hui, 69 ans, Jorge Valdano demeure l'une des voix les plus respectées du football mondial. Il intervient régulièrement dans les médias en tant qu'analyste perspicace et auteur prolifique. Son parcours nous rappelle que les footballeurs ne sont pas seulement dotés de jambes, mais aussi d'un esprit brillant.
Alberto Tarantini, surnommé Conejo, le lapin, participa à la Coupe du Monde 1982 à l'âge de 26 ans, arborant une longue chevelure et un style de jeu flamboyant. Il était un latéral moderne, infatigable en attaque comme en défense, mais aussi connu pour son tempérament fougueux et impétueux. Sur le terrain espagnol, Tarantini était toujours au cœur des duels acharnés. Ses courses fulgurantes sur le flanc gauche devinrent le symbole de la détermination parfois extrême de l'Argentine cette année-là. La carrière de Tarantini fut une véritable montagne russe. Il fut l'un des rares Argentins de son époque à rejoindre l'Angleterre, signant à Birmingham City, juste après leur titre de champion en 1978. Avant de retourner en Argentine pour évoluer dans deux clubs rivaux de renom, Boca Juniors et River Plate. Mais la vie du lapin en dehors des terrains était aussi tumultueuse que sa chevelure. Nocturnes arrosés, train de vie extravagant et même problèmes de drogue causèrent de sa chute. Il incarnait la rockstar dans un corps de footballeur, talentueux, mais marqué par son passé. Ce qui est véritablement admirable, cependant, c'est la façon dont Tarantini s'est retrouvé. Après des années d'impulsivité juvénile, il a peu à peu appris la maîtrise de soi. Il n'a pas renié son passé, mais l'a plutôt considéré comme une leçon précieuse. Dans les années qui ont suivi sa retraite, il s'est investi dans les médias, offrant des analyses perspicaces, franches et éclairées sur le football. Aujourd'hui, 69 ans, Alberto Tarantini a trouvé la paix intérieure. S'il conserve encore un peu de l'exubérance de sa jeunesse, il est devenu un homme plus serein et intervient régulièrement comme commentateur sportif dans les émissions de football argentine. Il est la preuve que, même lorsque l'on se sent perdu, il est toujours possible de se retrouver. Daniel Bertoni, 27 ans, s'est rendu à la Coupe du Monde 1982 en héros, après avoir inscrit le but victorieux en finale en 1978. En Espagne, il a confirmé son statut de superstar en marquant 2 buts contre la Hongrie et le Salvador. Bertoni était un attaquant complet, techniquement doué, robuste et doté d'une frappe puissante de loin. Lors des matchs sans but, il était un pilier fiable pour son équipe, un finisseur clinique au sang-froid imperturbable et à l'engagement sans faille. Après le tournoi, Bertoni poursuivit son ascension fulgurante en Europe avec la Fiorentina et Naples, où il évolua aux côtés de son ami proche Diego Maradona. Mais la vie ne fut pas toujours facile. Après avoir pris sa retraite du football professionnel, Bertoni dut affronter la plus grande épreuve de sa vie, un cancer de la prostate. Ce n'était plus un combat de 90 minutes, mais une lutte quotidienne pour la survie. Avec la combativité d'un champion du monde, il lutta avec courage et vainquit la maladie. Endehor du football. Bertoni est une figure reconnue du recrutement et de la représentation de joueurs. Doté d'un flair exceptionnel pour les jeunes talents, il travaille toujours avec un dévouement sans faille, se tenant à l'écart des pratiques douteuses de certains agents. Il mène une vie discrète, chérit sa famille et ses amis de longue date, et conserve toute sa dignité. Aujourd'hui, 69 ans, Daniel Bertoni mène une vie épanouie. Il continue de commenter des matchs de football et partage son histoire de lutte contre la maladie pour inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires. Son image est un symbole de volonté inébranlable et de courage, que ce soit sur le terrain ou à l'hôpital. Américo Tolo Gallego, 27 ans, était un pilier du milieu de terrain argentin en 1982. Si Ardiles était l'artiste, Gallego était le protecteur. Grâce à son style de jeu intrépide et à son excellent jeu de récupération et de tacle, il a posé les fondations qui ont permis à Maradona et Kempes de briller plus haut sur le terrain. Gallego jouait avec un engagement sans faille et une discipline de fer, un élément indispensable du système tactique de Menotti. Après sa carrière de joueur, Gallego a connu une reconversion spectaculaire, devenant l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football argentin. Il a établi un record sans précédent en remportant le championnat national avec 4 clubs différents, River Plate, Independiente, Newell's Old Boys et Toluca, en Mexique. Son style d'entraîneur était à l'image de son style de jeu, rigoureux, discipliné, mais d'une redoutable efficacité. Ses joueurs l'appelaient respectueusement le maître, une figure paternelle stricte qui les protégeait toujours des critiques publiques. Gallegos menait une vie privée très discrète, homme traditionnel. Il dévoilait rarement des détails sur sa famille au public.
Malgré son apparence un peu rude et rustique, ses proches savaient qu'il était un homme sensible et honorable. Il passait le plus clair de son temps libre dans sa ferme, savourant le calme de la campagne, loin du tumulte de la ville. Aujourd'hui, 69 ans, Américo Gallego est à la retraite et profite de sa retraite auprès de ses enfants et petits-enfants. Même s'il n'est plus sur le banc de touche à donner des instructions, son héritage tactique et sa soif de victoire restent de précieux enseignements pour les jeunes générations d'entraîneurs en Amérique du Sud. À seulement 22 ans, Gabriel Calderón était le plus jeune joueur de l'attaque. Bien qu'il ne fût pas titulaire indiscutable, sa vitesse fulgurante et ses dribbles brillants sur l'aile insufflaient toujours une énergie nouvelle au jeu. Il incarnait la jeunesse et l'ambition dévorante de faire ses preuves parmi les stars. Ses apparitions, aussi brèves fussent-elles, attirèrent de l'attention des recruteurs européens. Après la Coupe du Monde, 1982, Calderón connut une brillante carrière en France, d'abord au PSG avant le boom pétrolier, puis au Real Betis en Espagne. Il fut l'un des joueurs argentins les plus populaires à Paris dans les années 1980. Après sa carrière de joueur, Calderón se consacre pleinement au football. Il passe une grande partie de sa carrière d'entraîneur au Moyen-Orient, dirigeant des équipes comme l'Arabie Saoudite, Bahreïn et Oman. Il ne se contenta pas d'enseigner le football, mais contribua également à l'essor d'une culture footballistique professionnelle dans ces pays. Dans la vie, Calderón est connu pour être un homme poli, polyglotte et généreux, ambassadeur de la FIFA et de l'UNICEF. Il s'investit dans de nombreux projets de football au sein de sa communauté. Il est convaincu que le football est un langage universel capable de transcender les clivages religieux et ethniques. Aujourd'hui, 64 ans, Gabriel Calderón travaille toujours sans relâche comme instructeur et conseiller technique pour la FIFA. Il parcourt le monde pour former des entraîneurs et transmettre sa précieuse expérience de joueur à la nouvelle génération. Une vie de voyage, guidée par sa passion pour le football. À 34 ans, Louis Galvan était le joueur le plus âgé de la Coupe du Monde, 1982, un vétéran aguerri. Contrairement au style agressif de Passarella, Galvan jouait avec calme, faisant preuve d'une intelligence de jeu remarquable et d'une élégance rarement vue chez un défenseur central. Il n'avait pas besoin de beaucoup de duels, car il savait toujours se positionner pour désamorcer les attaques. Il était un pilier discret mais incroyablement fiable en défense. L'histoire de Luis Galvan après sa gloire est poignante et invite à la réflexion. Contrairement à ses coéquipiers, devenus millionnaires ou entraîneurs de renom, Galvan a choisi une vie extrêmement modeste, voire austère. Il a consacré sa vie entière aux Talleres de Cordoba, le club sportif de Cordoue. Après sa carrière de joueur, il a dû multiplier les petits boulots pour subvenir à ses besoins. Entraîneur d'équipe de jeunes pour un salaire de misère. Moniteur d'auto-école. Il incarne le contraste. Un magnifique champion du monde sur le terrain, mais un homme simple et travailleur qui lutte pour survivre dans la vie. Mais Galvan ne se plaignit jamais. Il vécut avec un grand respect de lui-même et une humilité absolue. Même dans les moments difficiles, il refusa de vendre ses précieux souvenirs. L'honneur et le souvenir avaient une valeur inestimable à ses yeux. La grandeur de son caractère incita les supporters de Cordoue à le vénérer comme un saint vivant. Aujourd'hui, 76 ans, Luis Galvan coule des jours paisibles dans sa ville natale. Il reste engagé auprès des jeunes de Talleres, où un monument a été érigé en son honneur. Son histoire est un rappel à la fois doux et profond. La gloire peut s'estomper, l'argent peut manquer, mais la dignité humaine demeure.